Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous et bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches entre 12 et 13h avec toujours de nouvelles rubriques, des conseils. Et là, on a une émission, David, très dense. On y va. Eh bien, on attaque par Y a pas d'âge pour oser en parler. Le scandale politico-médical universitaire du charnier du centre du don des corps de l'université Paris-Descartes. Vous connaissez, Catherine ? Mais oui, malheureusement. Eh bien, attention, nouvelle révélation choc en exclusivité pour nous avec Anne Jouan, la journaliste qui a révélé l'affaire. Plus légèrement, il n'y a pas d'âge pour être en forme. Pendant longtemps, on a tracé le parallèle entre vieillissement et génétique. Eh bien, les scientifiques ont mis en évidence une autre cause, l'exposome. Qu'est-ce que c'est ? Restez avec nous, vous saurez tout. Il n'y a pas d'âge pour s'entraider. Les virades de l'espoir, c'est aujourd'hui. Allez-y pour soutenir l'association Vaincre la mucoviscidose. Il n'y a pas d'âge pour comprendre. Recrudescence des cas de Covid depuis la rentrée. Le gouvernement préconise un retour à la vaccination dès début octobre. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Il n'y a pas d'âge pour avoir un animal de compagnie, stressé, irascible, voire déprimé. Pourquoi ne pas vous lancer dans la ronron-thérapie ? Vous irez mieux. Alors, il n'y a pas d'âge pour pousser un petit coup de gueule. Des milliers d'enfants en situation de handicap qui n'ont pas accès à une scolarisation adaptée. Un extrait de ce que nous disions ce matin dans la matinale, mon cher David. Et l'invité qui ne fait pas son âge sera cette semaine l'acteur caméléon Thierry Frémont. Il est avec nous depuis le Théâtre Hébertot. Et ma foi, on l'espère avoir le temps de vous faire découvrir nos 2 coups de cœur de la semaine. Un restaurant immersif où vous pourrez emmener vos petits-enfants et un livre pour vivre centenaire et en pleine forme. Cochonou, le saucisson. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour oser parler du scandale politico-médical universitaire qui a touché le plus grand centre du don des corps européen, celui de la prestigieuse université de Paris-Descartes. Alors, pour replacer le décor, le contexte, du début des années 80 jusqu'à fin 2019, les corps des donneurs qui étaient censés servir pour aider la recherche médicale et former des étudiants en médecine ou élaborer de nouvelles techniques ont connu tout type d'exactions. En signant les papiers pour donner leur corps à la science, les donneurs n'avaient absolument pas conscience et ne pouvaient pas savoir qu'ils allaient pouvoir servir de chair à canon pour des essais militaires, de mannequins pour des crashs de l'industrie automobile, qu'ils allaient aussi servir à alimenter un marché noir de revente de pièces anatomiques, qui pouvait servir de cendrier et, écoutez bien, on pouvait jouer au football avec leur tête dans les couloirs de l'université. Donc, et je passe tant la liste est nauséabonde et horrible de ce qui a été fait comme exaction. De 1982 à fin 2019, ce sont 29 600 corps de donneurs qui ont été bafoués, dont la dignité a été bafouée. Et aujourd'hui, nous recevons la journaliste d'investigation Anne Jouan, qui avait révélé ce scandale le 27 novembre 2019 dans le magazine L'Express, et qui vient de publier un livre édifiant qui lève un voile nouveau sur les horreurs de ce scandale. Ce livre s'appelle Le Charnier de la République, aux éditions Robert Laffont. Bonjour Anne Jouan. Bonjour. Bonjour. Alors Anne, concrètement, que s'est-il passé au sein du centre du don des corps de la prestigieuse université Paris-Descartes ? Les généreux donateurs, hommes et femmes, qui avaient choisi de léguer leurs dépouilles à la science, ne savaient pas, parce qu'elles n'étaient pas informées, comme vous l'avez rappelé, de ce pourquoi leur corps allait, à ce pourquoi il allait être utilisé. Elles pensaient qu'il allait servir à des futurs étudiants ou des chirurgiens, mais on ne leur disait pas qu'elles pouvaient servir à des crash tests de voitures, pour faire des tests pour les militaires, ou qu'elles seraient peut-être démembrées, par exemple. Mais le plus grave, à mon sens, c'est surtout les conditions indignes de conservation des corps qui ont perduré pendant des dizaines d'années. Alors, dans le livre, on est capable, via des témoignages, de les remonter jusqu'au début des années 70. Et avec des photos, on peut les prouver à partir des années 88. Ce sont ces photos que nous publions à la fin du livre sous scellé, c'est-à-dire que les lecteurs qui veulent les voir le peuvent, et ceux qui préfèrent s'abstenir peuvent le faire. Voilà. Alors, dans votre livre, vous avez convaincu l'ancien directeur du Centre du don des corps, le professeur Richard Douard, et son ex-secrétaire général Dominique Ordet, de lever le voile sur ce qu'ils ont vu de l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez appris ? Je ne pensais pas, en commençant l'écriture de ce livre et l'enquête de ce livre, apprendre autant de choses. J'ai appris que à Paris-Descartes,
on pouvait, puisque le centre a fermé, on pouvait avoir 90 ans, être un vieux professeur d'anatomie et venir régulièrement disséquer des veines des pieds et des membres inférieurs dans une salle dédiée sur des corps porteurs du VIH et ou de l'hépatite, dans une telle puanteur que les personnels de l'université devaient faire un détour pour s'approcher de cette salle. Je précise qu'évidemment, à 90 ans, le fameux professeur disséquait hors tout cadre légal puisqu'il n'avait plus charge d'enseignement. J'ai découvert qu'on pouvait être un photographe au centre du don des corps et y travailler pendant des dizaines d'années à 5 mètres des chambres froides. Un photographe qui servait également à servir le café, par exemple, aux anatomistes. Donc, il serait intéressant de voir si les photos que ce photographe a prises pendant des dizaines d'années ont pu être vues par les enquêteurs. J'ai appris que des thèses universitaires, donc de niveau Bac+8, ont été réalisées à partir de bassins volés, de bassins humains volés à Paris-Descartes. C'est le professeur Richard Douard, l'ancien directeur du centre, qui le raconte. À 2 reprises, il est membre d'un jury de thèse et il va voir dans le chapitre matériel pour voir d'où proviennent les membres utilisés pour cette thèse. Et il découvre que rien n'est mentionné et que ce sont en fait des troncs humains qui viennent de Paris-Descartes, autrement dit, qui ont été volés pour la rédaction de cette thèse. On peut continuer la liste ad nauseam, mais voici les points qui m'ont en tout cas particulièrement marqué. Alors justement, Anne Jouan, vous le rappelez, il y a une enquête, il y a une instruction judiciaire et pour l'instant seulement 4 mises en examen. 2 préparateurs, plus l'ancien président de l'université Frédéric Dardel et l'université elle-même. À la vue des éléments que vous avez, est-ce que ça vous semble peu, juste ce nombre de mises en examen? Et la question qu'on peut se poser, c'est certains hauts dirigeants de l'université peuvent-ils bénéficier d'appui politique pour échapper à la justice ou le dossier est trop dense pour que les juges soient arrivés jusqu'à eux encore? Alors moi, je suis juste journaliste, donc je n'ai pas du tout d'envie de me prononcer sur c'est peu ou pas assez. Ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'on est face à un système entier qui défaille. Et qui défaille depuis, d'après Dominique Ordet et Richard Douard, et je suis d'accord avec eux, peut-être même des années 60. Donc on n'est pas sur une situation qui permettrait de dire il y a lui et lui. En fait, c'est toute l'organisation autour de la dissection, autour de la datomie qui marchait sur la tête à Paris-Descartes. Bien sûr, Pardon, continuez. Bien sûr, certains ont été informés et régulièrement, comme on le dit dans le livre, avec les mails très rigoureux et détaillés que faisait régulièrement Dominique Ordet à sa hiérarchie. Bien sûr, le professeur Philippe Even, qui était doyen de Necker, a visité les chambres froides à la fin des années 80 et a vu des choses absolument ignobles. Donc, c'était su, archi-su, par beaucoup de monde, et tous ces gens Personne ne disait rien. Tous ces gens se sont tus, et c'est ce qu'on raconte aussi dans le livre, le poids du silence et de pourquoi on se tait. En quelques mots, ça a du sens encore de donner son corps à la science ? Bien sûr que ça a du sens de donner son corps à la science. Il faut quand même avoir à l'esprit que on préfère toujours la première fois sur un mort plutôt que la première fois sur un vivant. Si demain vous devez aller vous faire opérer et qu'on vous laisse le choix entre 2 chirurgiens, un chirurgien dont vous savez qu'il a fait de l'anatomie et un chirurgien pour lequel vous êtes sa première fois, vous allez préférer lequel? L'anatomie, c'est indispensable, mais indispensable dans de bonnes conditions. Or, les dirigeants de Descartes ont considéré que l'anatomie était sale par nature et que finalement, des cadavres sales pour une discipline sale, c'était normal. Non, on peut faire de la dissection de manière tout à fait convenable, sans contrevenir à l'éthique et à la dignité humaine. Eh bien, merci Anne Jouan. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle le titre de votre livre explosif, Le charnier de la République, l'enquête inédite sur le don des corps à la science. C'est aux éditions Robert Laffont. Allez-y, allez dans votre librairie, lisez-le, vous allez être scandalisés. Images difficiles. Ah oui, et des images difficiles à la fin. On se retrouve, Catherine, après
Eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour être en forme avec Ariane Goldet qui est avec nous et qui trépigne, je sens intervenir. Puis il n'y a pas d'âge pour s'entraider. Les Virades de l'Espoir, c'est aujourd'hui. Allez-y pour soutenir l'association Vaincre la mucoviscidose. À tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Tout de suite, il n'y a pas d'âge pour être en forme. Pendant longtemps, on a tracé le parallèle entre vieillissement et génétique. Eh bien, les scientifiques ont mis en évidence une autre cause, l'exposome. Mais qu'est-ce que c'est que l'exposome? On va tout vous dire dans un instant. Il n'y a pas d'âge pour s'entraider, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez les aider. Les Virades de l'Espoir, c'est aujourd'hui. Il y en a forcément une à côté de chez vous. Aidez l'association Vaincre la mucoviscidose. Et Catherine vous fera découvrir son coup de cœur de la semaine, ne le manquez pas. Sud Radio, y a pas Il d'âge. n'y a pas d'âge pour être en forme. On a tous envie de retarder les effets du vieillissement. Beaucoup pensent que les gènes sont responsables de ce capital jeunesse que l'on garde plus ou moins longtemps, c'est vrai. Et vous, Ariane, vous qui êtes notre experte beauté santé, vous nous dites que l'exposome serait la véritable cause du vieillissement. Alors, il faut expliquer ce qu'est évidemment l'exposome, parce que ça ne veut pas forcément dire quelque chose à tout le monde. Non. Alors Catherine, David, toutes celles et ceux qui nous écoutent ont leur exposome, leur propre exposome. Et si le mot ne vous dit rien, c'est normal, parce que les scientifiques l'ont décelé, enfin l'ont inventé en 2005. Alors, J'étais pas né. très bien. C'est bon ça. L'exposome regroupe l'ensemble des expositions de l'environnement auxquelles on est soumis tout au long de notre vie. Et les chercheurs estiment que l'exposome est responsable à l'origine de 70% des maladies non transmissibles, donc non génétiques, et responsable à 80% de la peau. Mais contrairement au génome, à nos chromosomes, eh bien, on peut faire quelque chose. Eh bien, c'est ça la bonne nouvelle. Alors, je vous rappelle quand même que l'exposome regroupe tous les facteurs liés au mode de vie. Alors, on connaît, mais je les rappelle quand même, l'alimentation, le tabac, le stress, le sommeil, le bruit, les relations sociales, tous les facteurs qui sont liés aussi au climat, le froid, le chaud, la température, la pollution, les rayonnements, d'où l'importance de la prévention, parce que c'est là-dessus qu'on peut agir. Alors justement, Ariane, on ne peut pas échapper à tous les facteurs environnementaux qui sont, non, parce qui qu'on sont vit, là. Parce qu'on vit. vit, sinon on s'arrêterait de vivre. Comment on peut freiner concrètement l'effet du vieillissement de la peau? Alors, l'effet du vieillissement de la peau vient d'un processus qui s'appelle l'oxydation. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire gros, pour la faire, hein, votre peau s'oxyde, elle se rouille. Et ça, c'est dû à des petites bombes qu'on appelle les radicaux libres issus de l'oxygène. Donc, la peau, bien entendu, elle a son système de défense. Mais si elle est débordée, eh ben elle commence à vraiment s'oxyder. Et c'est là où vous pouvez l'aider. Vous pouvez l'aider avec une alimentation riche en ce qu'on appelle les antioxydants. Et bon, un jour, on en reparlera peut-être un peu plus, mais les antioxydants, on les trouve surtout dans les fruits et les légumes, dans les vitamines, dans tout ça. Et deuxièmement, on peut protéger sa peau avec une crème qui a un écran avec des filtres, et il existe aujourd'hui des filtres anti-lumière bleue. Alors justement, la lumière bleue, c'est quand même intéressant parce qu'on est tous sur nos portables, sur nos tablettes, sur nos ordinateurs. Les enfants, on n'en parle même pas. Ils vont être des vieux prématurés ou quoi? Parce que si vraiment la lumière bleue a une action sur la qualité de la peau, sur le vieillissement de la peau, alors là, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, cette lumière bleue, on a démontré qu'elle accélérait le vieillissement de la peau, qui est dû aussi quand même beaucoup aux UV, au soleil. Hein. Oui. Faut quand même. Donc, ce qu'on peut faire, ce que je vous ai dit, c'est très bien nettoyer sa peau matin et soir. Pourquoi? Parce qu'on enlève les résidus de pollution. Et le matin aussi, parce que je vous l'ai dit, la pollution est aussi à l'intérieur des maisons. Donc vous nettoyez, parce que les particules rentrent dans la peau et l'oxydent. Et deuxièmement, vous mettez une bonne crème qui va hydrater, nourrir, apporter des antioxydants par voie topique par la peau et des filtres pour faire écran. Alors, qui peut nous conseiller justement sur cette crème? Parce qu'on ne peut pas donner de marque. On va à la pharmacie. Le pharmacien peut vraiment nous conseiller? Oui, alors vous le nettoyage, bon, il y a le produit de nettoyage sont très bien. Et dans les crèmes, vous prenez une crème riche. Vous demandez une crème riche en antioxydants, en vitamines. Moi, j'adore la vitamine C, je trouve que c'est un truc formidable. Une bonne vitamine C pour la peau et avec des filtres UVA, UVB. Et aujourd'hui, vous avez des marques qui ont introduit des filtres anti-lumière bleue dans leur crème. Non, mais ça se trouve. Alors, il y a un autre problème.
je voulais quand même vous dire, de la lumière bleue, c'est que la lumière bleue, elle trompe votre organisme. C'est-à-dire qu'elle vous laisse éveillé, elle fait croire à l'organisme c'est le jour alors que c'est la nuit. Et c'est pour ça qu'on dort mal, qu'il y a des troubles de l'endormissement, de tout ça. Et donc, il faut arrêter les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Mais alors même ça, pas c'est un peu important. avant? On arrête à 21h par exemple et on s'endort à 23h? Oui, mais il faut le plus longtemps possible, il faut prendre la plus grande période avant de vouloir se coucher. Eh ben merci beaucoup Merci Ariane. Merci les d'avoir lunettes été. efficaces, les lunettes Aussi, non oui, aussi efficace Bon, ok. pour les problèmes de rétine, Voilà. de cataracte, Voilà. de macula. Mais ça, on va y revenir plus en profondeur. Merci Eh ben, beaucoup. écoutez, 10 ans de moins à la prochaine. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui, toute la journée, vous avez l'occasion de faire une bonne action en allant courir. Faire des activités sur une des virades de l'espoir qui se trouve près de chez vous. Alors moi, je vous le dis, il faut aider l'association Vaincre la mucoviscidose. Il faut que nous participions, que nous faisions un don afin d'améliorer le quotidien de toutes les personnes atteintes de mucoviscidose. Je rappelle quand même que c'est près d'1 personne sur 2500 en Europe, près de 6000 patients en France. Bonjour Franck Berger. Bonjour. Bonjour. Alors Franck, vous êtes organisateur de Virade de l'Espoir et notamment là cette année de la Virade de l'Espoir de Saint-Germain-en-Laye. Pourquoi, Franck, est-ce si important pour vous de participer, d'organiser ces Virades de l'Espoir ? C'est un rendez-vous, comme vous le savez, qui est annuel, qui a lieu tous les derniers week-ends de septembre. Et en fait, c'est vraiment notre rendez-vous pour l'association de mobilisation, de solidarité, de générosité pour lutter contre la mucoviscidose. Il y a 250 virades en France, donc forcément une proche de chez vous. Et il est très important de donner, puisque c'est à ce moment-là, lors de ce week-end, en fait, des virades de l'espoir, que l'on récolte nos montants en fait de fonctionnement et de financement de la recherche et des missions sociales de l'association. Alors on va rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour s'entraider. Tout le monde peut y aller, de 0 à 99 ans, voire à 110 ans. Concrètement, Franck, l'espérance de vie a beaucoup augmenté sur la question de la mucoviscidose, puisque dans les années 60, elle était de 5 ans, et aujourd'hui, on peut vivre avec la maladie jusqu'à peu près 50 ans. Où en est concrètement la recherche ? Alors, j'aime pas les chiffres que vous venez de donner, parce qu'effectivement, chaque cas est différent, et aujourd'hui, l'âge médian de décès des patients est de 38 ans. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de... Même si, et vous avez cité les chiffres qu'il fallait dans les années 60 à maintenant, l'espérance de vie a beaucoup augmenté grâce à la recherche, grâce au financement, on vient d'en parler, des dons. Mais c'est vrai qu'on a vécu là, il y a 2 ans, en fait, l'avènement pour les patients d'un traitement qu'on appelle la trithérapie, le Kaftrio, qui permet de rendre le quotidien des malades. C'est un traitement très innovant et qui permet en fait d'améliorer le quotidien en fait de près de 65% des malades atteints de mucoviscidose. Ah oui, donc c'est important de donner. Oui. C'est important de donner parce qu'il reste tous les autres. Il reste tous les autres, donc il y a un peu plus de 2000 malades qui n'ont pas accès à ce traitement innovant. Et donc il faut continuer à financer, il faut continuer à donner des dons pour financer en fait la recherche, sachant qu'on ne guérit pas de la mucoviscidose, même avec ce traitement innovant. C'est très important de le rappeler. Alors Franck, pour qu'on puisse vraiment mobiliser tout le monde cet après-midi, quelles sont les activités qu'on peut trouver sur les Virades de l'Espoir ? Les virades, c'est très festif. On parle de la maladie, on informe sur la maladie, mais c'est très festif. Donc vous allez trouver, c'est vraiment fait pour les familles, les amis, même entre collègues. Et vous allez trouver une multitude d'activités. On aime bien organiser des jeux, des défis sportifs. L'objectif est de donner son souffle, qui manque tant aux patients et aux malades. Mais l'objectif, c'est vraiment de venir participer. Alors, ça prend plein de formes, des jeux, des défis sportifs, des concerts. À Saint-Germain-en-Laye, on peut faire des tours en Harley-Davidson. Il y a des jeux gonflables pour les enfants. On organise un triathlon le matin. Donc, vous voyez, c'est très divers. Voilà. Et il y en a pour tous les goûts de 7 à 77 ans ou même avant 7 ans. Donc, en tout cas, c'est pour les familles et les amis et on vient passer un bon moment. Très rapidement, Franck, si on est intéressé, qu'on veut venir, on va sur Internet, on se connecte sur le site Les Virades de l'Espoir et on a toutes les activités, tout ce qui se passe à côté de chez soi.
Oui, vous tapez vaincrelamico.org et vous tapez le département dans lequel vous êtes et vous avez forcément une virade qui est proche de chez vous. Je le rappelle, il y en a Super. 250 en ce moment. Donc venez nous rejoindre, venez participer et venez donner. On va venir vous Merci rejoindre. Franck. Merci Franck Merci Berger. beaucoup Franck. Merci. Bon après-midi. Merci à vous. Merci. À très vite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Et tout de suite, pour vous, Y a pas d'âge pour comprendre. Recrudescence des cas de Covid depuis la rentrée. Le gouvernement préconise un retour à la vaccination dès début octobre. Vous avez bien entendu, dès début octobre. Bonne ou mauvaise idée? Il n'y a pas d'âge pour avoir un animal de compagnie. Si vous êtes stressé, irascible, voire déprimé, vous faites comme David. Vous vous lancez dans la ronron-thérapie. Sud Radio, y a pas d'âge. Alors, le Covid, tout le monde en parle. Une recrudescence des cas positifs ainsi que l'apparition de sous-variants incite le gouvernement à démarrer la vaccination début octobre. Cette campagne de vaccination serait tout particulièrement adaptée aux plus fragiles. Bonjour, docteur Thomasso. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin généraliste à Paris. Si on vous dit on vaccine dès le début du mois d'octobre, vous me dites bonne ou mauvaise idée? Moi, j'aurais tendance à dire mauvaise idée parce que c'est compliqué d'obtenir une vaccination sur du long terme. Là, on sait qu'on arrive bientôt à la période de la vaccination grippe. Et effectivement, ça touche à peu près le même type de population, la même cible de population. Et je pense que si on commence à vacciner trop tôt pour la Covid-19, contre la Covid-19, on risque de perdre des gens pour vacciner contre la grippe. Parce qu'à un mois d'écart, certains vont se dire qu'ils ont déjà été vaccinés, qu'ils ne vont pas se revacciner un mois après avec un autre vaccin, ils ne vont pas revenir en pharmacie ou voir leur médecin. Donc le risque, c'est effectivement de perdre des gens pour la vaccination grippe. Oui, et le fléau de la grippe est très important. Docteur, est-ce que vous remarquez une recrudescence des cas positifs de la Covid-19 dans votre cabinet? Et quel est le profil finalement de ces cas en cette rentrée? Donc, ça, c'est net. Depuis fin août, on voit vraiment une recrudescence des cas Covid, avec de plus en plus de nouveaux tests positifs chez nos patients, qui sont en grande majorité des patients assez jeunes, à peu près moins de 50 ans. La population qui est le plus touchée actuellement, c'est plutôt des gens de moins de 50 ans, avec des formes effectivement symptomatiques, une grosse grippe, de la fièvre, des symptômes, mais plutôt des gens jeunes. Donc pas la cible fragile dont on parle. En tout cas, au cabinet, non, c'est pas la cible effectivement qu'on rencontre et qui sont positifs. Et quel est le docteur Thomasso, quel est le variant? Quels sont ces sous-variants qui apparemment inquiètent? Oui, pour le moment, on est toujours sur des vaccinations, sur des variants qui sont du sous-type Omicron. Alors là, actuellement, le plus fréquent, c'est le XBB. Il y en aurait d'autres qui apparaîtraient, mais qui, pour le moment, dans ce qu'on peut voir dans d'autres pays, entre autres en Asie, c'est des variants qui sont symptomatiques, mais avec des formes peu graves. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous parliez de la double vaccination qui va arriver, donc d'un côté la Covid et de l'autre côté la grippe. Le gouvernement a mis une mesure où à partir du 17 octobre, si je ne dis pas de bêtises, on va pouvoir se faire vacciner pour les deux en même temps, c'est-à-dire une piqûre dans chaque bras, Oui, ce qui est assez curieux, on va ressortir en ayant des bonnes ecchymoses. À qui vous conseillez cette double vaccination et est-ce que surtout vous la conseillez? Parce qu'on peut revenir avec une fièvre carabinée à la maison. Oui, ce qui est sûr, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça touche le même type de population, c'est la même population cible pour la grippe et pour la Covid-19. Je pense que ce qui est très important, et la population importante à vacciner, c'est celle qui vit en collectivité, donc dans les EHPAD, dans les résidences autonomie, où effectivement, là, il y a un risque de contagiosité et de propagation d'une maladie avec effectivement des formes graves. Après, les patients les plus fragiles, bien sûr, il faut qu'au cas par cas, on les détecte, qu'on leur propose et qu'ils soient d'accord avec. Mais en tout cas, la collectivité, au maximum, protéger les collectivités pour ne pas avoir des épidémies dans des lieux avec des personnes fragiles. Mais la double vaccination, c'est pas dangereux? Il n'y a rien qui prouve que c'est dangereux. Après, effectivement, il y a plus de risques d'avoir une fièvre le soir même, d'avoir des douleurs. Mais on avait déjà fait l'année dernière une double vaccination. On avait commencé à faire cette double vaccination grippe-Covid. Et je pense quand même que par rapport à la population, si on veut toucher le maximum de personnes, faire les deux en même temps, c'est
ça facilite les choses. Docteur Thomasso, est-ce qu'en fait la première des grandes décisions, en fait, ce ne serait pas de renouer avec les gestes barrières? Il faut le dire, on a un peu tous oublié les gestes barrières. Enfin, le masque, on le porte plus. Non, on se lave moins les métro, mains. on voit quelques personnes, mais pas beaucoup. On se lave certainement moins les mains qu'à l'époque où on était touchés par la Covid. Donc, est-ce que ce ne serait pas ça, la grande décision en fait de ce début du mois d'octobre, de vraiment remobiliser les gens autour des gestes barrières? Si, moi je pense effectivement que c'est ce qui est très important, c'est de remotiver les gens à reprendre nos habitudes qui sont vite oubliées. Effectivement, le masque, on voit bien dans les transports en commun, en collectivité, on est de nouveau, quand on porte le masque, c'est un peu comme avant l'épidémie Covid où on est celui qui est malade, donc on met de côté, alors qu'effectivement, si on avait tous gardé ces habitudes, ce serait plus simple. Pareil pour le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, toutes les habitudes hygiénistes qu'on avait repris pendant l'épidémie, qu'on a très très vite oubliées. Et puis un peu de vitamine C. Voilà. Un petit cachet de vitamine C tous les jours, ça fait pas de mal, non, docteur? Et en plus, comme a dit Ariane, c'est bon Oui, pour la peau. Et l'hygiène de vie quand même, hein. Bien se reposer, avoir une hygiène de vie correcte. Merci beaucoup, docteur Thomasso, d'avoir partagé ce moment avec nous. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée à vous. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour avoir un animal de compagnie. Alors, est-ce que vous êtes comme moi un adepte du ronronnement du chat? Et d'ailleurs, est-ce que votre chat ronronne? Et pourquoi ronronne-t-il, Catherine? Parce qu'il est content. Peut-être pas. Le ronronnement du chat, c'est un vaste sujet qui interroge les chercheurs et les médecins depuis maintenant 20 ans. C'est étudié dans beaucoup d'universités américaines. Tant il aurait des effets positifs sur notre santé et notre morale. Écoutez bien. Alors, au point que l'on parle désormais de ronron-thérapie, un soin gratuit à la portée de tous les possesseurs d'un chat et de quelques croquettes. On va se pencher sur ce langage des chats avec notre vétérinaire maison. Bonjour Laetitia Barlerin. Bonjour David, bonjour Catherine. Bonjour Laetitia. Alors Laetitia, vous êtes vétérinaire à Paris. Pourquoi, Laetitia, le chat ronronne-t-il et à quel moment? Tout le monde le sait, il ronronne parce que il est heureux, il est dans le bien-être, il adore être caressé par exemple, quand les chats aiment être caressés, ce qui n'est pas le cas de tous. Mais c'est vrai que c'est à ces moments-là qu'il ronronne, donc on se dit un chat qui ronronne est un chat heureux. Sauf que nous, vétérinaires, on sait très bien qu'on peut avoir en hospitalisation des chats qui ronronnent et qui ne sont pas particulièrement heureux. Par exemple, une chatte qui met bas peut ronronner, un chat qui a été blessé, qui a une fracture, il peut aussi ronronner. Donc c'est assez étonnant de voir quand même ces chats qui sont quand même dans la douleur ronronner. Et en fin de compte, on s'est aperçu que le ronronnement est lié à une émotion intense, qu'elle soit agréable ou non. Il semblerait que le fait de ronronner enclenche, si vous voulez, la production d'endorphines. Alors les endorphines, ce sont les hormones du bien-être qui sont aussi antidouleur. Donc ça expliquerait pourquoi dans ces moments assez durs chez le chat, il ronronne. Donc le ronronnement a des vertus thérapeutiques. Alors apparemment donc pour les chats, mais peut-être un petit peu pour nous aussi. Exactement. Alors thérapeutique pour les chats dans le sens où il aurait des effets antidouleurs. En plus, on sait aussi que, vous savez, le ronronnement, ce sont des vibrations de fréquence basse. On est dans les 20-50 Hz, c'est très bas. Et ces vibrations-là sont utilisées chez le kiné pour justement la cicatrisation et le côté aussi antidouleur quand on fait des exercices. Et c'est vrai que chez le chat, on a remarqué que quand il ronronnait, cela aurait une vertu aussi cicatricielle sur les os, par exemple, s'il a une fracture, mais aussi une vertu sur la croissance. C'est pour ça que les chatons ronronnent beaucoup. Il semblerait que ça les aide aussi à avoir une belle croissance, surtout des os. Et alors, concernant la thérapie pour nous, alors ça aussi, il y a beaucoup d'études dessus. Alors, il n'y a rien qui est vraiment gravé dans le marbre, mais on sait une chose, c'est que quand on a un chat avec nous, on est mieux. Alors c'est vrai que c'est le bien-être, c'est quelque chose que tout le monde dit, moi j'aime bien être avec mon chat, il ronronne, j'adore ça, voilà, je suis en zénitude, je suis bien. Mais les études prouvent aussi que le fait d'avoir un chat, le caresser ou l'entendre ronronner, ça fait diminuer la tension artérielle, fait diminuer la fréquence cardiaque chez nous et aussi déclenche la sécrétion de sérotonine. Alors sérotonine, c'est une autre
hormone aussi du bien-être et qui aussi permet un bon sommeil. Donc ça a été prouvé vraiment par les études. Ensuite, on pense que comme on est très sensible aux vibrations, parce qu'on a vraiment des récepteurs au niveau de la peau qui permettent de bien vraiment recevoir ces vibrations du ronronnement, on pense que ces vibrations peuvent avoir le même effet thérapeutique que pour le chat lui-même, c'est-à-dire peut-être la cicatrisation, peut-être aussi quelque chose au niveau du corps, du bien-être, peut-être au niveau du système immunitaire, on n'en sait rien, mais peut-être aussi tout simplement sur notre bien-être moral. Alors Laetitia, il y a des chats qui ne ronronnent pas. Ça arrive. Oui. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Et est-ce que ça peut être mauvais pour eux de ne pas avoir appris à ronronner ou de ne pas aimer ronronner? Alors, le ronronnement, vous savez, c'est un comportement néoténique, c'est-à-dire c'est un comportement de chaton qui est resté à l'âge adulte. Il y a des chats qui ronronnent plus que d'autres. Alors d'abord, c'est une question de fréquence. Comme je vous ai dit, la fréquence du ronronnement, c'est entre 20 et 50 Hz. Or, à 20 Hz ou moins de 20 Hz, on n'entend rien. Donc peut-être que ces chats qui ronronnent, vous les entendez pas. Alors ce que je demande aux personnes qui me disent ça, c'est quand votre chat est bien, qu'il est près de vous et qu'il semble relaxé, mettez votre main sur sa cage thoracique et peut-être que vous sentirez cette légère vibration sur sa cage thoracique qui est la vibration du ronronnement, même si vous ne l'entendez pas. Et puis, il faut savoir aussi que les chats ronronnent avec l'homme s'ils sont bien socialisés. C'est-à-dire que si vous prenez un chat dans la nature qui n'a jamais été caressé par l'homme, qui craint l'homme, qui craint le contact avec l'homme, il ne va pas ronronner avec vous. Mais avec le temps, avec l'amour, avec la confiance qui se met en place entre lui et vous, il va finir par ronronner. Et ça, c'est la meilleure preuve comme quoi il vous aime. Alors, mes enfants me tannent pour avoir un chat. Il faut pas avec avoir. Ce que Laetitia vient de nous dire, que je vais marquer des points, je vais être obligée d'acheter un chat. Mais vous êtes obligée de prendre un chat. Merci énormément Laetitia Barlerin pour tous ces conseils. Et moi, je vais aller ronronner en silence pour grandir. À très bientôt Laetitia. À bientôt Laetitia. À bientôt. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour avoir un coup de cœur. Alors aujourd'hui, Catherine, vous avez eu un coup de cœur. Dites-nous en plus. Écoutez, mon coup de cœur, mon cher David, va éveiller tous vos sens. Figurez-vous, je vous propose de tester les restaurants immersifs. Vous êtes entre amis, vous voulez une expérience originale, en famille ou avec des amis. Écoutez, le groupe Ephéméra a lancé 2 expériences inédites. Une expérience qui s'appelle Under the Sea. Vous allez pouvoir dîner ou déjeuner au cœur des fonds marins. L'immersion est totale, il y en a partout, du sol au plafond, sur les murs, partout. Vous mangez avec les baleines, avec les tortues géantes, c'est super. Donc il y a des écrans autour de nous qui projettent. On a l'impression d'être dans un aquarium ou dans la mer. Voilà. Et la deuxième expérience, c'est l'expérience Stellar. Alors là, vous êtes dans les comètes, vous êtes dans la Voie lactée. Vous êtes avec des images qui sont donc projetées tout autour de vous et vous avez l'impression d'être entre les météorites, le soleil et vraiment à côté de tout. Donc c'est une immersion totale. À l'initiative de cette belle idée, il y a 3 diplômés de l'Institut Paul Bocuse à Lyon et qui nous offrent en plus un 3e restaurant qui va sortir, qui sera sur le thème de la jungle. J'avoue que j'ai hâte de voir ça. Alors en Asie, l'Asie a été conquise par ce type de restaurant et depuis 1 an, on trouve ces restaurants en France. Alors pour l'instant à Paris, pour notre plus grand plaisir, mais ils vont vite conquérir toute la France. Donc ça, c'était un bon plan et un coup de cœur de la part de Catherine. Donc vous l'aurez compris, si vous êtes grands-parents et que vous voulez émerveiller vos petits-enfants et être in et à la mode, même pour les adultes. Voilà, non, mais moi je parle pour les grands-parents. Emmenez vos petits-enfants ou vos enfants déjeuner ou dîner. Voilà, Under the Sea, sous la mer, ou Stellar, parmi les comètes, ou à partir du mois d'octobre, dans la jungle. Merci Catherine. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, nous vous ferons entendre le coup de gueule que nous avons poussé ce matin dans la matinale envers les pouvoirs publics. Nous voulons venir en aide aux milliers d'enfants en situation de handicap qui n'ont pas accès à une scolarisation adaptée. Écoutez, vous comprendrez. Absolument. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme tous les dimanches jusqu'à 13h sur Sud Radio. Avant de retrouver depuis le Théâtre Héberto l'acteur Thierry Frémont, je vous propose d'écouter le
coup de gueule que Y'a pas d'âge a poussé avec David ce matin dans la matinale envers les pouvoirs publics pour venir en aide aux milliers d'enfants en situation de handicap qui n'ont pas accès à une scolarisation adaptée. Pour évaluer l'ampleur du problème, l'association UNAPI a mené une étude auprès d'un échantillon de 2103 enfants en situation de handicap. Alors, cette étude a été faite par ces antennes locales dans 6 régions de France. C'est vous dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui donne une image concrète. Le résultat, 23% des enfants n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. 28% ont entre 0 et 6 heures de scolarisation. 22% entre 6 et 12 heures. Et 27% bénéficient de plus de 12 heures d'enseignement hebdomadaire. Donc, les enfants handicapés scolarisés se retrouvent en outre parfois dans une classe non adaptée à leurs besoins. Et ça, c'est le regret de l'UNAPI. Voilà. Donc aujourd'hui, avec nous, pour participer à ce coup de gueule, nous avons Sonia Eheninou, qui est vice-présidente de l'UNAPI, responsable de la scolarité. Bonjour Sonia. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue sur Sud Radio. Alors concrètement, Sonia, combien y a-t-il de places en France pour les élèves en situation de handicap et combien y a-t-il d'enfants en situation de handicap ? Alors c'est une question bien complexe. C'est comment peut-on accueillir en France tous les élèves en situation de handicap, tous les élèves tout court, et leur offrir une solution qui leur permet de rentrer dans les apprentissages et de les conserver. C'est pas une question de combien y a-t-il de places pour les élèves en situation de handicap, puisqu'ils font partie de la société. C'est vraiment, est-ce que la société est prête à investir suffisamment de moyens et de ressources pour que tous ces élèves-là puissent effectivement rentrer dans les apprentissages. Bon, mais pour avoir une image justement de ce qui se passe, est-ce qu'on peut avoir un chiffre un peu pour savoir, voilà, ça concerne combien d'enfants? C'est une réalité. Alors, vous avez 470 000 enfants, plus de 400 000 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés aujourd'hui. En plus de ça, vous avez d'autres enfants en situation de handicap qui ne sont pas scolarisés dans l'école de son quartier, qui sont scolarisés dans des établissements médico-sociaux, donc des établissements spécialisés, et ils sont 70 000. Ah oui, donc on n'est pas sur un petit chiffre. Donc, non, on est sur une grande échelle, effectivement. Sonia, concrètement, comment font les familles face à cette situation ubuesque vis-à-vis de leurs enfants quand ils peuvent pas les amener à l'école? Est-ce que ça les plonge dans des situations précaires? Ça les plonge dans les situations précaires. Alors, quand on voit déjà le problème de recrutement des enseignants, quand vous avez un enfant tout court qui est en âge d'aller à la scolarisation, qu'il ne trouve pas d'enseignants dans l'école, donc la classe peut être amenée à fermer, ça va déséquilibrer l'organisation de l'école. Mais quand votre propre enfant ne peut pas aller à l'école, ça veut dire que pendant le temps scolaire, vous ne pouvez pas aller travailler, vous êtes obligé de vous occuper de votre enfant, de tenir le rôle d'enseignant, de tenir le rôle de l'ATSEM, de tenir le rôle des autres accompagnants pour qu'ils puissent justement rentrer en apprentissage et le surveiller. Et donc ça a un impact sur la professionnalisation des parents. C'est considérable. Oui. Voilà, et ça impacte aussi énormément les grands-parents parce que les grands-parents deviennent une soupape à ce moment-là. Exactement. Pour un enfant en situation de handicap, est-ce qu'il vaut mieux pour vous l'école inclusive, avec un accompagnant, ou est-ce qu'il vaut mieux une classe Ulysse spécialisée dans l'accueil ? Alors, la question, elle est beaucoup plus complexe que ça parce qu'on ne parle pas de classe Ulysse. L'Ulysse, c'est un dispositif, c'est un outil d'accompagnement. C'est un outil d'accompagnement qui est dans une école. Effectivement, ça se passe dans une salle de classe avec un enseignant qui est formé et avec d'autres professionnels qui peuvent intervenir autour de la scolarisation de l'enfant. Donc, c'est vraiment un outil, une forme d'accompagnement. Vous avez aussi dans l'école des personnes, des professionnels qui peuvent intervenir pour compenser le handicap qui va avoir une répercussion sur les apprentissages, sur la vie sociale, sur la participation de l'enfant, qui peut être une aide humaine. On appelle ça les accompagnants à l'éducation des élèves en situation de handicap, les fameuses AESH dont on parle beaucoup. Donc c'est pareil, les AESH, c'est une modalité d'accompagnement pour aider l'enfant à gagner en autonomie et avoir son statut d'élève, et pour aussi accompagner l'enseignant quand il y a une collaboration autour du projet de l'enfant. Donc vous avez plusieurs personnes ou plusieurs outils qui peuvent accompagner l'enfant. Et c'est ça l'école inclusive. L'école inclusive, c'est de créer toutes les conditions, d'avoir toutes les ressources et de mettre vraiment toutes les conditions pour que l'enfant puisse être scolarisé comme tous les autres élèves.
en fonction du retentissement de son handicap sur tous ces champs-là. Si le gouvernement mettait en place un vrai plan, parce qu'on l'a compris en vous écoutant, les 6500 places inclusives proposées par Aurore Bergé, la ministre chargée des Solidarités, c'est bien peu par rapport au nombre d'enfants qui sont en attente. Si le gouvernement faisait un vrai plan, se pencher sur la question, ça lui coûterait combien ? Ça lui coûterait combien ? Alors, combien, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas combien exactement ça va coûter. Effectivement, le gouvernement va injecter des grosses sommes d'argent dans les différents dispositifs, dans les différentes modalités, mais le combien ne pourra se déterminer que si vous avez un observatoire bien précis pour connaître les besoins des élèves, connaître les besoins des enseignants, connaître les besoins des écoles aussi, et pouvoir mettre les moyens suffisamment calibrés en fonction de ça pour pouvoir justement les budgéter. Donc le combien, il ne peut être attribué qu'à partir du moment où on a une idée bien précise de combien on doit mettre en face de n'importe quel enfant pour qu'il puisse être accompagné. Mais c'est là que ça doit commencer en tout cas. Donc là, ce matin, Sonia, vous demandez à ce qu'effectivement quelqu'un soit nommé pour pouvoir faire un état des lieux réel et qu'on puisse avancer sur ce dossier. Exactement. Comme n'importe quel projet de société, n'importe quel projet d'entreprise, n'importe quel projet de société, parce que là, c'est un vrai projet de société, n'importe quel projet, vous avez besoin d'une évaluation pour pouvoir mettre en face les accompagnements ad hoc, de toute façon. Il faut bien avoir des indicateurs. Nous espérons que ce message sera écouté et compris par nos politiciens et qu'il sera relayé sur les réseaux sociaux pour qu'une véritable solution soit apportée aux familles et aux enfants en situation de handicap. Et on vous tiendra au courant. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, pour conclure l'émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de Thierry Frémont, actuellement sur scène au théâtre Hébertot dans la pièce Le Repas des Fauves. Il nous plonge dans les méandres des rapports humains entre occupants et occupés pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Thierry Frémont. Bonjour. Bonjour. Alors, vous dites souvent, Thierry, qu'il est important pour vous, quand vous acceptez un rôle, que l'œuvre que vous allez défendre permette aux spectateurs de sortir grandi, allégé et transporté. Question... Pas forcément allégé, en tout cas interrogatif, se posant des questions. Il y a un sentiment d'avoir affaire à un questionnement nécessaire, que parfois il faut faire des petites mises au point et ce spectacle s'y prête fortement. Justement, en quoi la pièce Le Repas des Fauves de Vae-Katcha nous interroge sur notre époque actuelle ? Ça nous interroge pas que sur notre époque actuelle, sur le comportement humain, puisque la pièce parle de personnes qui vont être obligées de choisir entre eux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait pitcher le spectacle ou pas, mais sinon je le fais. Mais allez-y, vous le pitcherez à nouveau, très bien. Cette réunion de bons amis, de très bons amis qui se réunissent pendant une soirée durant l'occupation et fêtent l'anniversaire de l'un d'entre eux, mais ces gens qui pour l'instant n'ont pas encore été trop percutés par la guerre, du coup ils vont la rencontrer puisque durant cette soirée, 2 officiers allemands sont exécutés devant leurs fenêtres et ça loupe pas, la Gestapo déboule et demande tant d'otages par officier tué. Et il se trouve que dans chaque appartement, il demande 2 otages. Et comme le propriétaire de l'appartement connaît l'officier de la Gestapo qui vient faire la mission, puisque c'est un libraire et que cet officier aime acheter des livres, il lui fait une fleur, cet officier, il lui dit puisque c'est comme ça, je vous laisse jusqu'au dessert pour choisir entre vous les 2 otages qui partiront avec moi. Et donc le terme bons amis va évidemment voler en éclats, et la pièce parle de ça, elle parle combien, dès qu'on est en situation de survie, de sauver sa peau, combien les bonnes manières explosent et combien l'amitié... Que reste-t-il de l'amitié ? Voilà, c'est ça. L'animal reprend le dessus. Exactement. Alors on vous voit au théâtre, on vous voit au cinéma, à la télévision. Comment vivez-vous ces 3 moyens d'expression ? Est-ce qu'ils vous apportent à chaque fois des choses différentes ? Est-ce que ces 3 modes d'expression sont importants à votre équilibre ? Les 3 modes sont importants. Moi, j'ai jamais trop compris la scission que peuvent faire certains acteurs, parfois en disant le cinéma c'est le cinéma, le théâtre c'est le théâtre. Oui, effectivement, au théâtre, il faut parler plus fort, il faut être entendu au fond du théâtre, et il faut occuper l'espace d'une façon un peu plus grande. Et pour ça, on a les 2 mois de répétition pour oublier qu'on élargit un peu. Mais après, ce qui compte, c'est d'être sincère et de donner quelque chose de fort aux spectateurs.
Et donc moi là, j'ai envie de dire que mon travail au théâtre nourrit mon travail au cinéma et le contraire. Oui. Alors vous parliez du fait de porter la voix au théâtre. Il y a une chose que peu de gens savent de vous, c'est que vous avez eu la passion de l'art lyrique et que d'ailleurs vous l'avez étudié pendant 5 ans. En 2-3 auteurs, quels sont les compositeurs classiques qui vous emmènent en voyage et que vous nous conseilleriez? Et puis... Verdi tout de suite. Oui. J'adore Purcell. Et puis Monteverdi aussi. Donc, mais je pourrais dire tellement d'autres. Wagner, Beethoven, voilà. Mais en tout cas, ceux qui ont composé pour l'art lyrique que j'aime beaucoup, ce sont Purcell, le baroque, voilà, Monteverdi, et puis évidemment Verdi, parce que je trouve que chaque fois c'est des grands moments d'émotion et d'amour, de tendresse, de déchirement, c'est fantastique. Et alors, qu'est-ce que vous chantez sous la douche en ce moment? En ce moment, j'essaie d'économiser ma voix parce que tous les soirs au théâtre, il faut vraiment se donner entièrement et on se ménage pas tous donc j'essaie de m'économiser pour garder ce qu'il faut pour le soir, vous voyez. Oui, donc je ne chante pas trop sous ma douche en ce moment. Ouais, parce qu'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que vous êtes un comédien qui mouille le maillot. Oui, mais il le faut quand c'est nécessaire. Je rechigne pas à la tâche et là, oui, en ce moment, c'est vraiment nécessaire pour défendre ces personnages, pour défendre l'histoire, pour défendre ma survie, la survie de mon personnage dans le spectacle. Il y va sérieusement, mon personnage André. Alors, David dit, vous mouillez le maillot, donc vous êtes un homme heureux, parce que pour mouiller le maillot, pour être bien sur scène, il faut être bien dans sa vie. Qu'est-ce qui vous nourrit au quotidien? Quelles sont les passions que vous avez peut-être dans la vie qui vous enrichissent et qui vous permettent d'être ce que vous êtes sur scène? Ouais, mes passions, moi, depuis que je suis papa, c'est mes enfants. Hein. Ah bien sûr. Donc ça, c'est number one, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me donne... la raison de me battre, c'était presque une réplique de mon personnage, de me battre tous les jours. C'est ça, c'est de les voir grandir, évoluer, les guider, leur ouvrir des possibilités, des champs d'exploration. C'est ça qui m'anime. Alors, il y a une chose, si mes sources sont bonnes, vous êtes un grand supporter du PSG quand même dans les passions. C'est vrai. Bon, alors... Je suis un supporter opportuniste. C'est avant qu'il y ait le Qatar, je m'intéressais pas au foot parce qu'ils ne gagnaient pas. Oui. Mais comme maintenant ils peuvent gagner, je m'y intéresse. Voilà, alors justement, comme vous êtes un spécialiste de la gagne, est-ce que vous pensez que le PSG peut enfin s'en sortir cette année en Ligue des Champions après le remaniement estival? Ouais, même si je trouve que le trio d'attaque marche pas si bien que ça. Je trouve que au milieu de terrain c'est super, derrière c'est bon, mais là, curieusement, ils ont gagné 2-0 contre Dortmund, mais je n'ai pas été super séduit par le trio d'attaque. Bon, eh ben écoutez, on va voir. Bon. Merci Thierry, en tout cas, on rappelle... Merci beaucoup. Vous êtes sur scène du mercredi au dimanche au Théâtre Hébertot dans l'intense et passionnante pièce Le Repas des Fauves de Vaikatcha. Merci. Merci beaucoup, à bientôt Thierry, au revoir. Au revoir. Alors Catherine, merci à vous tous de nous avoir suivis et merci à vous Catherine d'avoir été là. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry pour notre chronique Y'a pas d'âge pour passer un coup de gueule. Et entre 12h et 13h avec plein de nouveaux rendez-vous. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Sud Radio, Y'a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.